Tagada, soin, les astuces de Sioux d'une aide-soignante à l'hôpital du commerce. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Elisabeth. Hey, 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 yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo, yakiyo, hey, hey, yakiyo. Chant des femmes guerrières Lakota. J'ai 4 ans, je suis à la maternelle, je suis dans le bac à sable, je suis bien. Quand les adultes me demandent qu'est-ce que je veux faire plus tard, je leur réponds que je suis une indienne. Et en fait, ils me répondent, bah, c'est pas un métier, et de toute façon, les Indiens sont dans des réserves. Je me dis, ouais, chouette, on va avoir plein à manger dans des réserves. Parce qu'en fait, ma mère, quand elle fait les courses, elle pense d'abord aux réserves. Et là, en fait, je sens qu'on me tire l'oreille. Je me retourne. C'est la maîtresse, je me débat, elle me lâche, je cours autour du bac à sable, elle m'attrape, me jette dans la cour, et me dit, va te ranger. Elle a néanmoins un sentiment de colère et d'injustice, et je me promets que de toute la vie, je ne retournerai plus jamais à l'école. Ma mère me déposera à la maternelle, main dans la main avec la maîtresse, et dès qu'elle me lâchera, ben je partirai. Là naît mon échec scolaire. Le temps passe, il est 5h45 du matin, le réveil sonne. Je suis fatiguée, j'ai pas envie d'y aller, et en même temps, j'ai pas envie de laisser les patients et mes collègues dans la merde. Donc je me lève. J'arrive à l'hôpital, il est 7h. Mes collègues ont déjà commencé dans le grand couloir, moi je prends en charge le petit couloir. Et en fait aujourd'hui, à l'hôpital, dans les hôpitaux de Paris, assistance publique, qu'on soit le week-end ou qu'on soit la semaine, en fait on est 3 pour 37 patients et 11 toilettes chacune. J'apprends quand j'arrive qu'en fait il y a un patient qui est agité, il n'a pas été changé depuis la veille, il y a encore l'infirmier et l'infirmier du matin et l'infirmier qui est à côté de lui. Donc moi je fais des toilettes en 20 minutes. À l'école, on nous apprend à faire des toilettes en 45 minutes. Et à l'hôpital, l'accréditation, la démarche qualité, le management, l'encadrement nous demandent de faire des toilettes en 6 minutes. Donc je fais ma première toilette. Hop, première toilette, salle à manger. Deuxième toilette, salle à manger. J'arrive à l'agiter. Il est comme ça dans son lit, il baigne dans sa pisse, il baigne dans sa merde. Et il n'a pas été changé depuis la veille au soir. Donc je décide de mettre des draps pour pouvoir absorber son urine. Parce qu'en fait il a froid et tout ça. Et moi j'ai des astuces dessus pour faire des patients comme ça. En même temps j'aime bien les faire puisque du coup j'ai plus de temps. Donc en fait j'ai des bonbons sans sucre, toujours dans ma poche. Pourquoi sans sucre? Comme ça peut aller au diabétique.
Et en même temps, un petit bonbon, même avec un petit goût sucré, ça les détourne dans leur agressivité. Et puis voilà. Donc je prépare mon matériel, bassine, gants, couches, serviettes et tout ça. Donc en fait il est là, donc hop, excusez-moi, je vais le tourner pour être face à vous. Hein. Donc je prépare la bassine et tout ça. Donc tant je rentre en contact avec ses yeux, il a Alzheimer. Donc tant que je suis en face de lui, que je lui parle avec une voix d'hôtesse de l'air, tout va bien. Quand je rase mon gant, je suis toujours en contact avec son corps. Donc là, je commence à faire tout devant et tout ça. Donc je vais jusqu'au genou. Hein. Et donc en fait, comment on fait une toilette? C'est simple. Là, on dit que je suis patient. Là, en fait, il y a le lit. Donc en fait, on va tourner le patient de ce côté-là et on va rouler le sale. Et après, donc le sale, ça veut dire le drap, tout ce qui est souillé, quoi, en fait, on va le rouler. Après, on va prendre un drap propre et on va la couche et tout ça. Donc on va rouler aussi. Après, on va reprendre le patient vers soi. Donc en fait, on va prendre comme ça. On va reprendre le patient vers soi. On va retirer le drap qui est souillé. Donc évidemment, on ne va pas le mettre par terre parce que sinon, c'est pour les microbes au niveau de la sepsie. Donc moi, j'ai une autre astuce. En fait, je mets ça dans un petit sac poubelle au niveau du bord du lit où c'est pas encore bien lavé. Et après, on déroule, on essuie le matelas évidemment, hein, et puis on lave et on essuie. Et on déroule, puis après on laisse le patient sur le côté, quoi. Voilà. Donc en fait, moi j'en suis là, donc je commence à laver son dos. Et lui, non, attends. Donc je le tourne, je lui fais attraper la barrière, et en fait j'en suis là, je commence à laver son dos et tout ça. Donc en fait, lui il commence à se réagiter. Donc moi du coup je commence à le maintenir parce que là j'ai presque fini, je suis arrivée à ses fesses et tout ça, j'ai roulé, je commence à rouler mon propre et tout, et en fait lui, je lâche un petit peu prise, en fait il se retourne et il me retourne le pouce. Donc en fait j'ai le réflexe de suivre son mouvement parce que sinon il m'arracherait la main. Donc moi j'ai qu'une envie, c'est de lui éclater sa gueule, parce que j'ai le pouce qui commence à gonfler et tout ça. Je suis en train de me dire, mais comment je vais faire pour rouler mes clopes? Et en même temps, je suis en train de me dire, mais comment ça se fait que je suis toujours volontaire pour faire des trucs comme ça, quoi. Et là, en fait, dans l'instant, j'en veux à mon employeur. Mon employeur, c'est l'État, de nous laisser dans des conditions comme ça. Je m'en veux aussi à moi d'être venue travailler alors que j'étais fatiguée. Et je nous en veux aussi d'accepter des conditions de travail comme ça. J'ai toujours envie de le frapper, je ne le fais pas, hein, mais j'ai toujours envie de le frapper. En fait, la fin de la toilette, l'habillement va se faire difficilement parce qu'en fait, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. J'ai le pouce, il fait tout, il a gonflé. Je me sens triste, je me sens pas bien, quoi. Donc, le transfert du lit... du lit au fauteuil, je le fais, j'ai du mal à le faire, donc ça se fait difficilement. J'ai toujours envie de le frapper, hein, quand même. Donc je l'emmène en salle à manger, je ne refais même pas le lit. J'emmène en salle à manger, je vais voir mes collègues et je leur dis qu'est-ce qui vient de se passer. Je vais voir aussi la surveillante pour pouvoir faire une déclaration d'accident de travail. Donc on est en train de l'établir. Donc moi j'ai mes 11 toilettes, hein, j'en étais qu'à ma 3e. Donc comme mes collègues, elles en ont aussi. Hein, et en fait, je vais essayer d'établir la 4e, sauf que j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Donc en fait, je me sens démunie, je me sens dévaluée, je suis triste et là en fait, je sais que j'ai perdu la pépite d'or que j'ai dans les mains, parce que c'est vrai qu'en tant qu'aide-soignante, en fait, on peut aller travailler partout, quoi. Et là en fait, je sais que j'ai un gros bobo, quoi. Je sais que là, j'ai mal à la main, enfin j'ai mal au pouce, quoi. Et donc en fait, je vais voir mes collègues et je leur dis que je ne peux pas continuer, que je vais aller aux urgences pour pouvoir faire des radios. Donc j'en parle aussi à la surveillante. Et en fait, je suis obligée d'aller dans un autre hôpital parce qu'aujourd'hui, dans mon hôpital, il n'y en a plus. Et là, la question que je me pose, donc je suis dans ma voiture, j'ai du mal à tourner, le volant et tout ça. Donc en fait, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que j'en suis arrivée là. Parce que moi j'ai commencé à l'assistance publique au Hôpital de Paris. Donc moi je suis une autochtone de Villejuif, donc j'ai pas le droit de vous nommer les noms des hôpitaux, mais je peux te donner le nom de la ville.
Donc à Villejuif, il y a un hôpital de la science publique et moi j'ai travaillé là en tant que RCA. Donc RCA, c'est remplacement de congé annuel, donc pendant l'été. Donc en 1991, je fais un BEP secrétariat et je vais travailler parce que j'ai envie d'avoir un peu de sous, puis bon, j'ai envie de voir comment ça se passe au niveau du boulot. Donc en fait, dans ma famille, les femmes, généralement, elles sont dans les hôpitaux, et puis les hommes sont dans les égouts, dans la propreté de Paris, quoi. Donc je me dis, tiens, je vais faire les hôpitaux. Hein. Donc en fait, j'arrive en 91 et tout, donc je suis toute timide, hein, j'ai 19 ans, je suis comme ça et tout. Je monte les escaliers, je vais dans le service et tout. En fait, on me fait, bah non, tu t'es trompé, c'est de l'autre côté, tu vas à l'autre étage. Je suis, ah d'accord, et tout ça. Donc bon, je trouve que le blanc, ça me va bien, donc je trouve ça super classe et tout. Et en fait, je monte un étage et là, en fait, je vois et tout, il y a 3 aides-soignants, je travaille de nuit. Il y a 3 aides-soignants de nuit, 2 infirmiers de chaque côté. C'est vraiment, c'est génial, quoi. Et en fait, ils ont des techniques pour pouvoir mettre les patients du fauteuil au lit, pour les déshabiller et tout. Je suis super impressionnée par rapport à leur dextérité. Franchement, c'est waouh. Et en fait, bon, ils sont en train de me former, mais j'apprends tout doucement. Et je suis vraiment très impressionnée, quoi. Et puis, donc on fait tous les changes, tout le monde est couché et tout, donc tout va bien. Et là en fait, d'un coup, personnel. Alors, bon, moi, je suis toute seule dans le service et tout. Oh, je vois. Et en fait, j'entends dans le couloir et tout. Laissez-moi sortir, je vais aller travailler. Laissez-moi sortir, je vais aller travailler. Et là, je suis, ouais, qu'est-ce que c'est? Parce que je suis un peu paniquée, quoi. Et en fait, je vais dans le couloir et là, en fait, il y a une mamie, hein, donc sa chambre, elle est attachée en fait avec une culotte. Je sais pas si tu as déjà été à l'hôpital. Et en fait, tu sais, c'est des grands filets, quoi. Enfin, j'espère que tu n'as pas trop été non plus, quoi. Donc c'est des grands filets, en fait, tu vois. Donc ça, un bout qui est accroché à la porte, donc à la poignée de la porte, et l'autre bout, je sais pas si tu as déjà remarqué, au niveau des, tu sais, il y a des rambardes au niveau, tu sais, sur les murs, quoi, tu vois. Et donc du coup, c'est accroché de l'autre côté, tu vois. Et en fait, elle est comme ça. Laissez-moi sortir, je vais travailler. Donc du coup, je retire parce que moi, je suis paniquée, hein, ça me fait peur aussi quand même. Hein, enfin, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, en fait, je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame, et tout. Et là, en fait, elle sort, elle me prend le bras, donc, qu'est-ce qu'il y a, madame, et tout ça. Elle me dit, oui, faut que j'aille chercher mes enfants, et tout. Ah, je me dis, ah, attends, 11h30, là. D'accord, elle me dit, oui, mais tu sais, faut que j'aille travailler, patati patata. Et puis, en fait, sur le chemin, hein, donc on fait tout le tour, hein, il y a 2 ailes, voilà. Et au milieu, tu as une rotonde. T'as une salle à manger, donc on fait tout le tour. Moi, je veux qu'elle marche, je veux qu'elle se fatigue, je veux qu'elle dorme parce que j'ai peur. Je sais pas quoi faire en fait en même temps. Et là, elle chante une chanson, c'est le petit chemin qui a ni queue ni tête. Donc en fait, je m'en rappellerai toute ma vie de ce truc-là. Elle commence à bailler. Ah, je dis, ah, vous êtes fatiguée? Elle me fait, ah bah oui, un petit peu. Je dis, bah venez, on va dans votre chambre et tout ça. Et en fait, on s'approche de sa chambre. Enfin, puis elle me fait, bah c'est pas ma chambre. Je pense que dans sa tête, elle doit être pour chez elle, quoi. Je dis, ben si, en fait, j'avais laissé évidemment la porte bien ouverte, la lumière allumée, enfin c'était la seule chambre, donc... je dis, ben si, elle me dit, oh ben oui, vous avez raison, je vais aller me coucher. Ah, cool, ouais. Donc je l'installe et tout, ouais, faites dodo, hop. Et là, en fait, je me dis, bon, je vais refermer la porte comme elle était, hein, et voilà. Donc, moi, en septembre, je retourne à l'école, hein, on peut le secrétariat et tout ça, donc le temps passe, et en fait, je me dis, waouh. En fait, moi j'aime bien ce métier, quoi. Donc je suis tombée amoureuse, hein, donc, de ce métier-là, parce qu'en fait, c'est vachement génial, quoi. Prendre soin des gens, enfin, tu vois, voilà, c'est super. Donc je vais finir quand même mon BEP secrétariat, parce que bon, je vais finir ça, et en même temps, je vais essayer de mettre en place des choses pour pouvoir accéder à la formation d'aide-soignante, quoi. Donc on est en 92, enfin juin 92 et tout ça. J'ai fait des lettres de motivation pour tourner à l'hôpital pour pouvoir travailler juillet et août. Hein. Et là, en fait, j'ai mon diplôme, donc je suis contente, hein, voilà, parce que bon, échec scolaire, mais j'ai quand même un diplôme de secrétariat, je suis cool. Et en fait, et là, je vais travailler du matin. Et en fait, donc c'est une autre vision du service. Et là, on est 6 aides-soignants du matin, il y a 3 infirmières, on peut laver les gens tous les jours. Tous les jours, les doucher, le week-end, la semaine, voilà, pour faire manger, tu vois, voilà, je prends le plateau, je l'installe sur l'adaptable et tout, voilà, donc là, il y a le lit du patient, hein, donc je suis comme ça, et on peut, voilà, c'est bien, oui, tout, on peut discuter, on peut les faire manger, enfin, génial, quoi,
un truc super. Et là, alors là, c'est plus amoureuse. Moi, je vis pour être aide-soignante. Et donc, du coup, après, il n'y a plus. Et après, en septembre, du coup, j'ai pas de boulot, j'ai rien du tout. Et là, en fait, je mets des choses en place pour pouvoir accéder à la formation, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, j'apprends que à l'époque, pour accéder à la formation d'aide-soignante, il faut soit un BEP sanitaire et social, pas le pot, c'est pas le bon que j'ai, soit avoir le BEPC. Je l'ai passé 2 fois, je ne l'ai pas eu parce que en fait, moi, j'avais en orthographe, à la place d'avoir un 0, j'en avais un triple. Donc ils ne m'ont pas donné, même si je l'ai passé 2 fois. Et ou sinon, il faut avoir la remise à niveau de la Croix-Rouge. Donc en fait, je vais essayer de prendre la remise à niveau de je vais prendre la remise à niveau de la Croix-Rouge. Mais pour ça, il faut cotiser au niveau des acédiques. Donc du coup, je vais travailler, je vais faire un travail pour avoir des cotisations et hop, j'accède à la formation. Après, donc ça se passe bien, c'est génial et tout ça. C'est la seule fois que je vais vraiment à l'école, on va dire, parce que les autres fois, je faisais de l'école à la carte. J'avais envie de toute façon. Voilà. Et en fait, là, j'arrive en 94, je fais la formation d'aide-soignante. Et là, en fait, là, c'est génial, parce que tu apprends plein de trucs, c'est super et tout ça. Et aussi, je vais peaufiner dans quel service j'ai envie de travailler. Là, j'étais en gérontologie. Avant, on appelait ça la gériatrie. Et là, en fait, logis, ça fait études de la personne âgée, tu vois, ça fait plus classe que gériatrie, quoi. Voilà. Et en fait, je vais faire un stage en pédiatrie générale. Donc, en fait, la pédiatrie générale, en fait, ça va être un stage qui va durer 4 semaines. Et ça va être très dur pour moi. Et donc, voilà, je rentre dans un box. Donc, la pédiatrie générale, ça va de 0 à 16 ans, au niveau de l'âge. Donc, je rentre dans un box et tout, pour un petit bébé. Donc, je suis en train de lui donner son biberon et tout, je suis pète et tout, là. Donc, je le raccroche en position comme ça, là. Hop, je le raccroche. Et en fait, je lui fais son petit rot et tout, tranquillou. Et donc, je me retourne, donc tu vois, il est là. Donc, je suis en train de faire les transmissions, s'il a fait son petit caca, son petit pipi, enfin, tu vois combien il a bu, combien il a fait de rot et tout ça. Et en fait, je me retourne et en fait, il est mort. Et là, en fait, tu te dis, non, la pédiatrie, c'est pas pour toi, quoi. Tu vois, parce que, voilà. Après, tu vas dans une... tu vas enfin, tu continues, donc un autre jour et tout. Donc, en fait, tu vas dans une chambre où tu fais les constantes. En fait, les constantes, c'est plus de sang, n'importe quoi, excuse-moi. Prise de température, tu vois, la tension et tout. Donc, donc tu rentres dans sa chambre, je ne sais plus pourquoi je rentrais, enfin, les constantes et tout ça. Et en fait, donc il a 4 ans, il a le sida. Et Moria me fait, pourquoi je vais mourir? Pourquoi tu dis ça? Non, attends, mon pélo, pourquoi? Enfin, tu vois, t'as pas le droit de dire ça, mais bon, dans l'instant, pourquoi? Et puis Moria me fait, et pourquoi tu me mens? Je sais pas, oui, on va tous mourir, quoi. Enfin, voilà, on va tous mourir, oui, on va tous mourir. Il fait, non, mais moi, je vais mourir d'une maladie, mais toi, tu vas mourir de vieillesse. Écoute, je reviens. Donc tu sors de la chambre et là tu pleures, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Donc moi j'ai une grande admiration pour tout le personnel et soignant qui travaille dans la pédiatrie, parce que je pourrais pas le faire, moi. Voilà. À cette époque-là, j'ai une camarade aussi de promo. Elle a travaillé en réanimation pédiatrique, et en fait elle a à peu près 3 morts par jour. Donc, moi, je pourrais pas. Voilà. Donc, je vais faire un stage aussi en psychiatrie. Et là, c'est pareil, je pourrais pas. Et en fait, on est tous là, on est 15 000, tu vois, à rentrer dans la chambre. Donc, le psychiatre, les internes, les externes, les infirmiers, les élèves infirmiers, les aides-soignants, les élèves et aides-soignants. Voilà, donc, moi, j'en fais partie. Hop, donc voilà. Donc là, on est tous comme ça devant le patient et tout. Donc là, je fais le patient. Donc il discute avec le psychiatre et tout ça. Donc en fait, le patient il regarde le psychiatre, il fait, vous avez les oreilles qui poussent. Voilà. Voilà. Et en fait, il y a le psychiatre, il me regarde.
Voilà, sortez. Donc évidemment, je sors. Et j'éclate de rire dans le couloir et tout ça. Vous avez les oreilles qui poussent. C'est obligé, tu rigoles quand même. Et en fait, donc il sort et il me regarde. Il fait mais n'importe quoi. Hein. Donc, bah voilà. Après, bah, en 95, je suis aide-soignante. Hein. Alors, je suis super contente, je suis fière et tout. Voilà. Et je vais travailler dans la ville du Kremlin-Bicêtre. Donc, moi, j'habite dans le 94. Hein. Donc, dans le Kremlin-Bicêtre, en hépatogastro. Donc, c'est toutes les maladies qu'il y a au niveau du ventre et tout ça. Donc là, c'est génial. Hein. Je me rappellerai aussi quelque chose qui m'avait surpris quand même. En fait, donc là, c'est pareil, on est 15 000 dans la chambre. Il y a comment ça s'appelle, le médecin interview une patiente. Et en fait, la patiente, donc elle est là pour l'alcoolisme. Et en fait, elle est là, donc il lui pose la question, bah, et vous buvez combien par jour? Enfin, oui, par jour. Et là, elle lui fait une bouteille de whisky, une bouteille de Ricard, 3-4 bouteilles de rosé et quelques bières. J'ai bien aimé le « et quelques bières ». Je dis, waouh, dans ma tête, je me dis, en fait, la meuf, elle passe sa journée à boire, quoi. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Hein. Tu vois, et puis après, il rajoute et je fume 2-3 paquets de clopes. Waouh, waouh. Et là, je lui dis, ah bon. Bon, des fois, je faisais un peu la teuf, tu vois, et je me dis, bon, bah ça va, je suis bien. Et là arrivent les grandes manifestations de 1995. Donc, bah, moi, je suis CDD, hein, mais je vais les faire quand même, hein, parce qu'en fait, bah, c'est quand même... Chirac et Juppé veulent retirer des acquis sociaux par rapport au niveau de la sécurité sociale. Donc pour moi c'est inadmissible. Il faut savoir que la sécurité sociale ça paye tous les fonctionnaires de la santé, les hôpitaux, les dispensaires, enfin tout ça, la CAF et tout machin, enfin tu vois. Donc du coup bah, pour moi c'est important. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui le font pas, mais ça c'est mon avis personnel. Hein. Donc voilà, donc je vais faire toutes les manifestations. Hein. Donc là on a bloqué tout Paris, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout. Donc évidemment, bah, nous aussi on rentre à pied. Hein, voilà, donc voilà, on est avec la CGT et tout ça. Donc en fait, là, j'ai mon contrat qui n'est pas renouvelé parce qu'en fait on me dit oui. Si vous faites ça déjà, des manifestations pendant que vous êtes CDD, qu'est-ce que ça va être pendant que vous serez titulaire? Bah, ce sera pareil, hein. Donc, voilà. Et là, en fait, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Donc, je vais prendre un terme médical. Donc, parce que bon, les premières réformes se font au niveau de la santé, au niveau de la... Comment ça s'appelle? Attends, rappelle-toi quand même que je suis en échec scolaire, des règles, tu vois, parce que j'ai envie de te dire des choses correctes. Ah, je me déplace, tu me vois mieux comme ça? Cool. Et voilà. Donc la première, tu vois, pour le terme médical, la première infiltration, elle se fait en 1960. Donc en 1960, en fait, moi j'ai moins de 12 ans, hein, donc tu vois, je me rends pas compte de ce qui se passe. En fait, elle se fait par le général de Gaulle qui instaure l'école supérieure de la sécurité sociale pour former en fait des directeurs qui vont après gouverner, enfin je sais pas, gouverner, diriger les centres de sécurité sociale. Voilà, attends, je vais boire un coup, j'ai soif. Il fait super chaud en fait. Voilà, donc ça c'est la première infiltration. La deuxième infiltration, elle se fait en 1967, donc moi j'ai moins 5 ans. Et en fait c'est l'ordonnance de Jeanneney qui introduit la parité. Donc en fait tu dis, ouais, la parité c'est vachement bien en fait, parce que tu vois le partage, l'égalité, enfin tu vois on connaît un petit peu, ça résonne dans nous quoi. Mais en fait carrément pas, parce qu'en fait nous à l'époque, je dis nous parce que tu vois, je suis ouvrier aussi, salarié, enfin tu vois, donc nous représentants syndicaux. Et en fait, donc du coup, on a comment ça s'appelle, on a du pouvoir là-dessus. En fait, il instaure la parité et en fait, ça va faire 50-50. Donc s'il y a un syndicat, bon, on connaît plein de syndicats aujourd'hui qui vont signer les ordonnances du MEDEF. Hein. Donc s'il y a un syndicat qui signe, du coup, on perd de la sécurité sociale et tout le reste. Donc voilà.
Et en fait, il y a un tournant néolibéralisme. Donc, néolibéralisme, hein, on dirait un gros mot, mais en fait, voilà. Donc, je te donne la définition du néolibéralisme. Moi, j'ai même des difficultés à le dire. C'est une doctrine qui prône une liberté maximale pour les entreprises et le minimum d'intervention de l'État. T'as vu ça un peu? Tu veux que je te la relise ou c'est bon? Moi, des fois, au début, quand j'ai fait tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et un minimum d'intervention de l'État. Donc, en fait, ce tournant néolibéralisme, il se réalise en 1983. Donc, moi, j'ai 11 ans, je suis en foyer, parce que bon, évidemment, je ne vais pas à l'école, donc du coup, bah, je n'ai pas spécialement de très bonnes notes. En même temps, je saupoudre tout ça d'une dysorthographie ou dyslexie, tu vois, donc bah, c'est un petit bordel. Et donc ma mère décide de mettre en foyer, tu vois, comme ça, elle me dit « Mais non, tu travailleras mieux à l'école !» Ok, d'accord. Et là, en fait, pas spécialement, je ne suis pas spécialement y aller, mais je vais faire à la carte. Je sais que, par exemple, le matin, la maîtresse, elle va faire, je sais pas, des maths ou de l'histoire ou des trucs comme ça, je vais aller là, et puis l'après-midi, j'irai pas. Donc je vais me prendre un petit peu des roustes, hein. Mais ça fait peut-être partie du jeu, j'en sais rien. Mais bon, bref. Donc en 1983, par décret, qui inaugure la mise en place d'une comptabilité d'hôpital analogue à celle d'une entreprise privée. C'est un truc de ouf, ça. Tu vois, entreprise privée. On est à l'hosto, quoi. Voilà, bizarre, hein, quand même. Donc en 1987, donc, moi j'ai 15 ans. Alors là, je suis au collège. Ma mère me fait un peu de chantage. Oui, si tu passes en 3e, eh ben, tu auras ta mobilette. Donc du coup, je me dis, tiens, je vais mettre un coup de collier. Hein, donc, tu vois, parce que je la veux, ma bécane, hein, quand même. Moi, voilà, j'ai pas de cheval, hein, évidemment. Donc du coup, bah, mon cheval, c'est ma mob. Hein. Je vais un petit peu griller des feux rouges, faire la Nationale 7 en sens inverse. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Je ferai à peu près un peu la Nationale 7 en sens inverse en donnant un ordre d'idée sur 3 stations de métro, tu vois. Sauf que quand je suis en train de la faire, je me dis, oh putain, ça va super vite. Donc je vais me mettre sur ma gauche, quoi, tu vois, pour aller moins vite. Sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est que du coup, bah, eux, c'était sur leur droite. Ils allaient vite aussi. Et qu'en fait, je te déconseille de le faire quand même. Hein. Ça fait un peu peur, c'est bon, tu vois, mais enfin voilà. Et en fait, à l'époque, les tunnels, ils sont pas encore fermés. Donc du coup, quand tu as un feu rouge, enfin tu vois, pour pas prendre le feu rouge, ils vont aller vite, quoi. Donc du coup, ils se retrouvent face à moi, ou moi je me retrouve face à eux, je sais pas, enfin en tout cas. Mais bon, t'as vu, je suis toujours vivante, donc tout va bien. Et donc du coup, en 87, avec l'institution, dans le cadre du ministère de la Santé, se crée un comité national d'évaluation médicale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est avec la future accréditation. Donc, on en parlera un petit peu tout à l'heure, tu vois, mais c'est juste, voilà, ça se fait en 87. Et en 91, donc moi quand je débute, hein, moi, je me rappelle mes collègues, ils m'avaient dit, ouais, on commence moi je trouvais ça Byzance, attends, on était 3 du soir, 2 infirmières, 6 du matin, 3 infirmières, moi je trouvais ça génial, quoi. Et eux, déjà, ils me disaient comme quoi ils avaient perdu du personnel. Ah bon, tu vois, voilà. Et en fait, ça commence à se faire aussi en 1991, donc moi j'ai 19 ans, comme je te disais tout à l'heure, donc la loi qui fait objet de projets d'établissement, du projet médical d'établissement avec objectif d'une politique de qualité et d'évaluation des soins. Donc ça va être la future démarche qualité, qui instaure l'expérimentation du budget par objectif de la tarification par pathologie. Donc c'est la future loi T2. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? En fait, ça veut dire que, je sais pas, en service d'ORL, en fait, tu dois faire tant, je sais pas moi, d'ablation des amygdales. Tu dois faire tant d'opération des sinus. Excuse-moi, sinus, tu dois faire tant d'opération des oreilles, ou tu dois faire, je sais pas, on est en pneumologie, tu dois faire tant d'actes chirurgicaux sur la pneumologie, ou pas spécialement d'actes chirurgicaux au niveau de la prise en charge des patients. Donc je sais pas si tu as remarqué, enfin j'espère que tu ne vas pas trop, mais que tu as vu, hop, tu dégages, et puis en fait, des fois dans la même journée, tu as 2 patients qui arrivent, tu vois, tu en as un du matin, hop, 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 et puis après, tu arrives pour un autre patient de l'après-midi. Donc ça va être ça. Et en même temps, en 91, c'est l'instauration
L'instauration, ouais, c'est bon, hein. J'ai bon dans le mot ou pas? Ouais. Attends, j'arrive plus à le dire. Ouais, je suis en plein de 10 quelque chose là, tu vois. L'instauration de la CSG. Et après, il y a aussi quelque chose qu'ils vont faire sur au niveau de la retraite. En fait, voilà. Donc, le livre blanc sur les retraites qui lance les réformes successives des retraites en même temps que la réforme de l'hôpital, la réforme de la sécurité sociale, infléchit la solidarité par collectivité qui s'exprime par la mutualisation des cotisations envers les pauvres financés par l'emploi. Donc, voilà. Voilà. Et après, en 1992, en fait, j'ai appris, pendant que j'étais en train de faire la conférence, que monsieur Juppé, en fait, retire les élections de la sécurité sociale. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait eu des élections de la sécu. Voilà. Donc, ce serait bien qu'on fasse un petit peu des choses comme ça. Et pendant mes cours d'aide-soignante, en fait, j'apprends qu'il y a que chaque personne, de la naissance à la mort, a 14 besoins fondamentaux. Donc on ne va pas faire les 14 besoins fondamentaux ce soir, mais si on va tirer 3 numéros. Qui c'est qui veut me donner, je sais pas moi, un numéro sur 14? Le 7. Allez, c'est parti. Donc c'est Virginie, excuse-moi, j'ai oublié de te dire qui c'est qui a fait ça. C'est Virginia Anderson, donc en fait c'est une infirmière enseignante chercheuse américaine qui a établi ces 14 besoins fondamentaux. Et en fait, nous, quand on prend un patient en charge, enfin nous, parce que le corps médical, hein, ça fait classe quand même, hein. En fait, on va faire un recueil de données. Donc ces 14 besoins fondamentaux vont nous permettre de prendre en charge un patient et donc du coup de pouvoir à ses besoins. Voilà. Tu vois, donc tu m'as dit le 7. Tac, tac. Alors, maintenir sa température. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, maintenir sa température? C'est adapter ses vêtements à la température ambiante. Hein. Alors, ou sinon, ou que tu n'es pas capable d'adapter tes vêtements. Donc, ça veut dire aussi que... après, je vais te dire un terme, parce que pour faire classe, hein, hypo ou hyperthermie. C'est soit tu n'as pas de température, en bas de température ou en haute température. Donc, en fait, tu vas mettre en place, au niveau des patients, la température. Par exemple, moi, j'ai fait du soin à domicile. Et en fait, dans le soin à domicile, on allait chez cette patiente. Enfin, j'allais chez cette patiente. Un soignant allait y aller tous les 2 jours. Donc, en fait, je l'avais en charge et ce jour-là il faisait super beau, enfin tu vois, donc du coup je l'avais habillée en fonction du temps. Et je suis retournée 2 jours, sauf qu'en fait elle était incapable de s'habiller toute seule, elle était restée en robe alors qu'on avait eu une chute de température. C'est ça, voilà, maintenir sa température. Un autre? 3. Éliminer. Excellent. Donc, éliminer, ça veut dire quoi? Bah, éliminer, hein, c'est pas la pub UV, éliminer. Non, pas du tout. C'est urine ou sel. Ou aussi, par exemple, la transpiration et tout ça. Donc, en fait, quand tu es... je vais te raconter une petite histoire, hein, parce que... voilà, donc, par rapport au manque de moyens, par rapport aux super lois qui sont passées, tu vois. Donc, un jour, j'arrive, donc, je fais 13h-21h, donc je suis de garde. Et j'arrive, en fait... j'ai ma collègue qui me dit « Ah, Elisabeth, tu vas avoir une surprise. » J'adore les surprises. « Oh ouais, trop bien !» Tu vois, donc j'arrive dans l'office et tout ça, et en fait, je regarde au niveau du chariot, il n'y a pas de couche. Il n'y a pas de couche du tout. Du tout. Je t'explique. On a 3 changes, tu vois. On a 35 patients à changer. Il n'y a pas une seule couche. Donc évidemment, ce jour-là, il n'y aura pas d'encadrement, parce qu'à l'époque, enfin maintenant on appelle ça l'encadrement, on n'appelle plus ça surveillant. Voilà. Donc là je me dis, waouh, comment on va faire quoi? Parce qu'il n'y a rien. On a quelques gants, tu vois, pour laver les patients, parce que maintenant on a droit qu'à 2 gants. Tu vois, donc si tu as une grosse diarrhée, en fait tu as droit qu'à 2 gants. Voilà. Je ne te parle pas des gants à mettre, hein. Je te parle des gants pour laver les gens. Hein. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de serviettes non plus pour pouvoir les essuyer, quoi. Donc là, en fait, je vais voir mes collègues d'à côté. Hein. Donc ça, c'est strictement interdit. Tu ne le fais pas du tout. Alors vraiment, tu ne le fais pas du tout. Hein.
chacun son problème. Hein. Tu déshabilles pas Jacqueline pour habiller Paulette, et ça n'existe pas. Hein, ça, c'est clair. Et en plus, chacun son enveloppe. Hein, donc voilà. Donc j'y vais quand même. Hein. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ouais, t'as pas des couches parce que là, on n'a pas de couches du tout et tout. Ah bah si, tiens et tout. Donc là, je commence à emmagasiner des couches. Je vais dans tous les étages, évidemment, parce qu'en fait, je travaille dans un service. En fait, il y a 5 secteurs. Donc hop, je fais ça et tout. Ouais, hein, demande des couches de quoi. Donc là, j'ai 15 couches. Ouais, j'ai 15 couches. J'ai l'impression que j'ai trouvé un trésor, quoi. Regarde, j'ai 15 couches. Mais dans l'instant, je ne me rends pas compte. Tu vois, j'ai 15 couches, quoi. Et en fait, je me dis, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais téléphoner en cancéro, parce que j'ai travaillé en cancéro, donc je lui dis, ouais, tout, t'as pas des couches et tout. Alors ça, tu fais encore moins de ce que je venais de faire. Hein. Donc, hop, je traverse tout l'hôpital et tout ça. Et en fait, elle me dit, bah tiens et tout. Donc, je reviens, je regarde, tu vois ce qu'on a. On a même pas 25 couches, hein, mais regarde, tu vois, c'est le top de chez top et tout. Donc, on commence à faire l'échange. Donc, on fait l'échange et tout ça, et en fait on arrive à une patiente où il y a sa famille, et là en fait sa famille elle trouve ça inadmissible. Je lui dis oui, moi aussi je trouve ça inadmissible, et en fait elle me dit oui, non mais ça va pas du tout, comment ça se fait? Je dis écoutez, il n'y a pas de couche, donc voilà. Et en fait ce qu'on a mis en place comme tactique, comme astuce, c'est de faire d'échanges avec des draps et des sacs poubelles. Donc, en fait, on met le drap en triangle, tu vois, donc triangle. Donc, tu rabats là, hop, comme ça. On a fait des trous dans les sacs poubelles, tu vois, sacs poubelles, hein, assistance publique, hôpitaux de Paris, hein. Hop, on paye 3 000 € par mois, hop, voilà. Et voilà, sauf que le problème, c'est que, à force, on n'aura plus de draps pour le soir non plus, enfin pour l'équipe de nuit. Il n'y aura plus de sacs poubelles non plus. Et après, en fait, ça va abîmer aussi les fesses, quoi, les escarres et tout, machin, tout ça, quoi. Donc, elle nous voit faire ça. Et puis, on va faire ça à sa mère, quoi, aussi. Et en fait, elle me dit, oui, moi, je vous propose, écoutez, on fait des manifestations, on essaie de demander des moyens humains, des moyens matériaux, et en fait, de moins en moins, on en a, et aidez-nous. Aidez-nous. C'est pas que vous mettez vos cotisations, je ne sais pas comment ça s'appelle, le loyer ou j'en sais rien, sur la caisse et dépôt et des consignations, et c'est pas que vous refusez de payer, vous montez en association, mais aidez-nous. Et là, moi, elle me fait, non. Oh. Je dis, ouais, voilà. Donc on a fait la journée comme ça. Je me souviens plus de la fin parce que, je sais pas comment on a fait, mais en tout cas on a fait, puisque, on est là, quoi. Donc, un autre 13. Donc, le 13. Ouais. Alors, c'est besoin de se récréer et se divertir. Donc, quand tu es autonome, tu vois, tu veux te récréer, tu viens ici, hein, par exemple, voilà, tu te récrées. Quand tu es en dépression, des trucs comme ça, en fait, on va soit te faire une contention chimique, ça veut dire prendre des médicaments pour pouvoir que ça soit un peu pas en pélote dans ta vie, tu vois. Donc voilà, ou sinon, si tu es à l'hôpital, en fait, aujourd'hui, on ne peut plus le faire non plus, hein, mais à l'époque, on n'était que 3. Donc on était dans un service où c'était super dur, hein, vraiment super dur. Mais nous avions décidé que quoi qu'il arrive, tous les mercredis, on allait mettre un atelier chant et danse en place. On avait une infirmière qui faisait de la flûte traversière. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts physiques et aussi intérieurs, hein, parce que quand tu arrives, des fois tu n'es que 2, donc rappelle-toi, on a quand même 37 patients, 35 changes et tout ça. Donc on relevait tous les patients qui avaient été levés et on mettait tout le monde en salle à manger. Et voilà. Mais en même temps, c'était tellement nourrissant que ça nous faisait plaisir de le faire aussi, quoi. On a fait virevolter les patients et tout, les fauteuils, on dansait avec eux, c'était vraiment génial. Bon, la suite de ça, ils ont cassé l'équipe. Voilà. On va faire des manifestations en 2002 par rapport à la loi T2, en 2008 par rapport au niveau de la sécurité sociale,
par rapport aussi à je sais plus qui, la présidente de Danone et qui nous prenait pour des pots de yaourt. Moi, avec tout ça, au niveau de ma main, en fait, j'ai été reconnue travailleur handicapé. J'ai une ITT de 3%, donc en fait, je ne pourrai plus jamais exercer le métier d'aide-soignante. Donc ITT, invalidité temporaire de travail. Donc j'ai été reclassée. Donc là, j'ai travaillé au forum, alors ça, c'était génial. Hein. Et en fait, au forum, donc c'est le service animation, excuse-moi, parce que comme si... donc au forum. Donc là, en fait, je ne peux plus emmener les patients en salle à manger, enfin n'importe quoi, en salle à manger, excuse-moi, je me croyais encore dans le service, excuse-moi. Je ne peux plus emmener les patients enfin, j'ai même interdiction par la médecine du travail d'emmener les patients et de ramener, enfin de faire la navette entre le service, je dis, oh, j'arrive pas, ouais, entre le service et le forum. De la manipulation du fauteuil aux toilettes, je ne peux plus le faire parce que au niveau de l'appréhension, je peux lâcher les patients, enfin excuse-moi les clients, j'ai un défaut de vocabulaire aussi. Et en fait, mais en même temps, c'est génial parce que je suis payée à aller au cinéma, je suis payée à écouter de la harpe, à jouer aux jeux de société avec eux. Donc alors ça, c'est génial. Hein. Franchement, alors c'est génial. Sauf que, au niveau de l'encadrement, ça ne va pas bien se passer du tout. Parce que ça va être, vous me servez à quoi, madame Frély? Enfin voilà, c'est n'importe quoi. De toute façon, enfin voilà, vous ça ne servait à rien. Je me demande qu'est-ce que vous foutez là. Enfin des trucs comme ça. Donc là du coup, déjà j'avais beaucoup de mal à me faire le deuil de mon métier. Hein, et à me prendre des vannes comme ça, en fait, je me sens pas bien, quoi. Et en fait, au niveau de la réflexion du forum, parce que je faisais un peu de ménage aussi, je fais une rechute datée, quoi. Et là, je suis convoquée par la médecine statutaire du grand hôpital qui est dans Paris 13e. Voilà, donc attention, c'est le gamin, il faut faire gaffe, quoi, tu vois. Et là, il regarde le dossier, donc moi je suis en larmes dans son bureau, parce que je lui demande comment ça se fait qu'il autorise des conditions de travail comme ça, parce que c'est la médecine du travail quand même, tu vois, il devrait alerter quand même quelque chose, quoi, tu vois. Puis c'est la médecine statutaire, patati patata quand même, tu vois, c'est pas n'importe qui. Et donc je suis en larmes dans son bureau. Et là, il regarde mon dossier, tac, 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 tac. Et puis moi je regarde en même temps, qu'est-ce qu'il regarde, parce que tu veux que je t'aide à chercher, je sais pas. Puis là, il fait, ah, mais vous êtes en dépression, madame. Rentrez chez vous. Allez, prenez une longue maladie pendant 3 ans, payez à taux plein. Ah ouais? Écoute, ouais, tranquillou, quoi, tu vois, ça va me faire du bien. Et en fait, ça va être la première fois que je vais manger le midi avec mes filles, quoi. Parce que du coup, moi, je me levais à 5h45 du matin. Elle, je l'ai levée à 6h pour qu'elle soit à l'accueil du matin à 7h, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'ai la chance. Alors, j'ai envie de préciser ça quand même parce que j'ai la chance, parce que justement je n'ai pas connu. Je ne suis pas en train de dire que les femmes doivent rester à la maison, c'est un petit problème dans ma tête. Hein. Doivent rester à la maison ou le parent ou quoi que ce soit. Voilà, c'est parce que là j'ai la chance de pouvoir être avec mes enfants le midi. Attention, je ne dis pas que les femmes doivent rester à la baraque. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Hein. Ou le père, hein. Enfin tu vois, voilà. J'avais envie de le justifier. Et là, en fait, j'ai les histoires du matin, l'histoire du soir et tout, c'est génial. Et puis voilà, et là, en fait, j'ai jamais été voir les Amérindiens parce qu'un jour, j'ai vu Little Big Man. Donc, il y a Dusty Wolfman, il est comme ça, tu vois, il est tout jeune et tout. Et en fait, il est là, sur son cheval, il est en train de jouer avec les Indiens et tout ça. Et là, il dit une phrase. Bon, moi, j'ai à peu près 10 ans, à peu près à cette époque-là. Je jouais pas à l'Indien, j'étais un Indien. Et là, je saute du canapé, je dis, regarde maman, c'est ça que je veux faire comme métier. Elle me dit, ouais, je sais, j'ai compris. Et en fait, elle me dit, attends. Ah, j'attends, et puis là, je vois leurs conditions de vie, quoi. Donc, je veux pas y aller, moi. Ah, moi, j'ai envie d'aller là-bas, c'est pour courir dans la plaine, quoi, tu vois, être bien, en harmonie avec tout, quoi. Et là, en fait, je rencontre, il y a des Amérindiens à Paris. Tu vois, ça fait le titre d'un film, mais pour de la vraie, quoi. Et là, en fait, je vais faire des cérémonies amérindiennes de pleine lune pour les femmes, des cercles de parole, des chants et tout, et c'est génial, quoi. Donc, je dois reprendre le boulot. Donc, je vais reprendre le boulot.
Donc je m'adresse à la personne qui s'occupe du personnel handicapé. Donc, je dois reprendre au mois de mai 2014. Je commence à me refaire savoir au bon souvenir vers janvier 2014. Je vais passer de bureau en bureau, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste. J'ai même un infirmier général, mais vous croyez j'ai un poste spécial Férie-Elisabeth dans ma poche? Non, mais tu vois, c'est pas en allant danser que je me suis fait mal à la main, quoi. Donc, s'il te plaît, enfin, tu sais, limite, s'il te plaît, je veux travailler. Pas du tout, mais bon, tu vois, voilà. Et en fait, j'ai ma mère qui me dit, non, mais Élie, voilà, c'est GT, quoi. Oh, mais maman, parce que moi, je veux être autonome, tu comprends? Je veux m'émanciper de tout, tu vois ce que je veux dire? Mais non, donc du coup, une semaine avant de la reprise, j'appelle et tout, avec camarades, en fait, je dois reprendre le 9 mai, puis tu vois, on est, je sais plus, le 23 octobre, un truc comme ça, j'ai toujours rien, quoi, tu vois? Il me fait, ok, il n'y a pas de souci, hop, une demi-heure après, j'avais un poste. Voilà. Donc je vais reprendre une petite semaine au forum, et après je vais changer, je vais retourner au Kremlin-Bicêtre, enfin le Kremlin-Bicêtre, donc à l'hôpital de la science publique du Kremlin-Bicêtre. Et là, je vais me retrouver au centre de tri. Alors, centre de tri, tu dis, waouh, centre de tri, qu'est-ce que c'est? Je vais me retrouver au 4e étage, dans une pièce aveugle. Donc ça t'as pas de fenêtre, hein, voilà, lumière du jour, enfin lumière artificielle tout le temps, toute la journée. Moi, j'ai jamais vu autant de fluide corporel de ma vie, quoi. Jamais, jamais. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, dès que tu te fais hospitaliser ou que tu vas aux urgences ou en consultation, quoi que ce soit, tout ce qu'on peut te retirer du corps, il arrive dans mon service, donc ça c'est génial, par pneumatique, donc tu vois, ils mettent ça dans un truc, hop, voilà, ça arrive, je dessache, donc je les dispatche, je mets mes collègues, donc l'enregistrent, après moi au bout de la chaîne, oh, c'est pas du travail à la chaîne, hein. Au bout de la chaîne, parce que tu vois, regarde, je te fais le geste. Là, c'est les petites barquettes. Donc là, je change de poste. Hop, pip, tic, tic, tic. Hop. Après, on arrive ici. Moi, je dispatche tout ça dans les laboratoires. Bactériologie, parasitologie, hématologie, enfin, tu vois, patati patata. Et un jour, donc, là, on a carrément une personne qui s'occupe de la démarche qualité. En fait, démarche qualité, attends, je te fais démarche qualité, tu vois, donc en fait, qui arrive au niveau tu sais, quand tu commences à enregistrer comment ça s'appelle, les tubes, les machins, tout ça, et en fait, là, c'est des tubes, tu sais, pour, tu sais, quand tu fais une angine ou je sais pas quoi, enfin, donc tu vois, tu sais, t'as vu la forme, style un grand coton-tige, et en fait, ils doivent les enregistrer. Donc là, il est là, il fait, allez, top, tic, 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 tic. Donc là, tu vois, mon collègue, je le vois ça, hein, mon collègue, il va super vite parce qu'il a envie de se faire bien voir, tu vois. On a tous envie, c'est d'avoir une bonne note, tu vois ce que je veux dire. Donc tac, 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 hop, et il met, hop, moins d'1 minute. Bon, maintenant, tu feras ça en moins d'1 minute. Voilà, démarche qualité. Voilà, ça s'appelle comme ça. Démarche rapidité. Et là, en fait, on va faire des manifestations aussi, donc fin 2015, parce que, comment est-ce qu'il s'appelle? Attends, je ne me rappelle plus. Le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, monsieur Hirsch, va nous retirer des RTT, va nous retirer des heures pour pouvoir faire les transmissions, enfin tu vois, nous retirer encore des trucs, des moyens, des machins, du personnel, enfin comme... J'ai envie de te dire comme d'habitude, hein. Et là en fait, je vais entendre, et après, il y a juste après, donc on va participer à ça, au niveau de la loi travail, quoi, d'El Khomri, Macron El Khomri, quoi. Et là en fait, j'entends parler d'un homme qui s'appelle Ambroise Croizat. Moi c'est un arrêt de bus, quoi. Non mais, tu vois, sur la ligne du 131, en fait, tu as 8,45, Ambroise Croizat, et en fait les coquettes et patati patata, tu vois, et après hôpital du Kremlin-Bicêtre. Donc moi je descends là maintenant, parce qu'avant j'allais à pied, puis maintenant je suis obligée de prendre le bus. Donc du coup ça n'arrête bus. Mais moi à ce moment-là, j'entends plus que je suis minot, parce que je te dis que je suis une autochtone de Villejuif, tu vois. Ma famille c'est plus de 200 ans qu'on habite là-bas, donc tranquillou quoi. Donc du coup, tiens, qu'est-ce que c'est, Ambroise Croizat et tout machin, donc je me renseigne quoi, tu vois. Et là en fait, je te lis un papier, hein, parce que voilà. Et je vais te lire un article en fait qui est venu à moi
Et j'étais sur Internet et pouf, l'univers me l'a envoyé, Ambroise Croizat. Et cet article-là, il m'a parlé. Donc en fait, on est le 12 août 1946, il y a exactement 71 ans. En moins de 6 mois, dans un pays ruiné, la sécurité sociale était mise en place. Tout allait changer dans le sens de la dignité pour des millions de Français. Merci le Comité national de la résistance. Bâtie sous la maîtrise d'œuvre d'Ambroise Croizat, elle visait à en finir, comme le souligne le ministre du Travail de 1945 à 1947, avec le rejet, l'exclusion, excuse-moi, je suis super intimidée, l'impossibilité d'accéder aux soins et surtout, disait-il, en des termes très novateurs, en finir avec la souffrance des angoisses du lendemain. Un peu partout, elle s'organisa à l'aide de bénévoles, des entreprises, essentiellement des militants de la CGT, hors leur temps de travail, sous leur congé. 2 tiers des Français n'étaient alors couverts par aucune assurance sociale. La plupart vivaient à l'heure de la charité ou de quelques petites mutuelles dont les caisses étaient épuisées à la moindre épidémie de grippe. La sécurité sociale donna à tous les salariés la possibilité d'accéder à l'hôpital, au médecin ou à la pharmacie sans débourser 1 centime dans la plupart des cas. C'était une véritable révolution, raconte un ouvrier. Avant, on ne se soignait pas. On laissait la maladie nous affaiblir ou nous emporter. Je me souviens, s'enrichit un paysan, qu'avant la fameuse sécu, l'intervention chirurgicale était une terreur. On n'y pensait même pas. Pour les familles, il fallait parfois vendre 2 vaches, la moitié de son cheptel pour se faire opérer. Ben, moi, j'ai 3 chats. Donc, voilà. Autre grande conquête toujours proclamée sous les auspices d'Ambroise Croizat le 12 août, la retraite. 82% des Français ne bénéficiaient d'aucune allocation de vieillesse. Il fallait alors travailler jusqu'à 70 ans ou plus, glisse un ancien, pour espérer une petite obole donnée par les municipalités. Alors on se tuait au travail jusqu'au bout. Mon père d'ailleurs y est mort à l'usine. Tout change avec l'institution, ce qui fut appelé celle qui nous doublait la vie. On comprend le sens de cette appellation quand on se souvient que la vieillesse fut dès lors envisagée, non plus comme une antichambre de la mort, mais au contraire, dira encore Ambroise Croizat, comme une nouvelle étape de la vie. Parmi les grandes conquêtes, fut aussi proclamée par la loi Croizat, donc Croizat avec ses acolytes aussi, quand même, la généralisation des comités d'entreprise qui offrirent aux enfants d'ouvriers le droit à la lecture, aux vacances et aux bourses scolaires, qui permirent à beaucoup d'envisager des carrières impensables pour des familles des cités. On vit naître également, peu de gens le savent, le CNRS, Centre national de la recherche scientifique, outil de recherche de premier plan, avec la nationalisation des banques, des mines, de l'énergie, ainsi que la mise en place de la fonction publique et de la médecine du travail, furent les pierres angulaires de ce renouveau social aujourd'hui menacé. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, je te le disais tout à l'heure que la première infiltration se fut en 1960. En fait, de 1946 à 1960, c'est les ouvriers qui ont gouverné la sécurité sociale et tout se passait très bien. Donc, moi, où que tu sois, Ambroise Croizat, et ben en fait, tu as ma reconnaissance éternelle. Grâce à toi, j'ai pu accoucher dans des conditions, parce que j'ai 2 enfants, dans des conditions optimales. Grâce à toi aussi, j'ai eu mon accident du travail qui a été reconnu et donc j'ai gardé mon emploi. Grâce à toi, j'ai pu aussi aller en longue maladie quand ça n'allait pas bien dans ma vie et je peux me soigner. Donc, tu danses dans mon cœur. En fait, les Amérindiens, ils disent pas je t'aime, ils disent tu danses dans mon cœur. Donc, Ambroise Croizat fait la samba, quoi. Tu vois? Donc, voilà, merci. Mais c'était pour Ambroise Croizat. Ouais. Et dans le même temps, je suis encore sur Internet et tout ça, donc Ambroise Croizat et tout, et là je tombe en fait sur un mec, bah, lui aussi il a été touché par la grâce, hein, c'est Bernard Friot. Et là en fait, là il me parle de salaire à vie. Ouais, parce que bon, il parle à tout le monde, mais là il me parle qu'à moi, quoi. Bon, après il a des termes et tout ça que je comprends pas, donc du coup je demande à la môme. Elle a l'université, ma fille aussi. Bon, moi je suis une fille de cité, hein.
Donc merci aussi, embrasse Prazin. Et donc je dis, hey, bébé et tout, vas-y dis-moi parce que j'ai rien compris quoi, tu vois. Donc elle m'explique et tout, parce que voilà. Et en fait, je t'explique un peu avec mes mots. Hein. Donc le salaire à vie, c'est que dès que tu as 18 ans, donc on dit on a tous les deux 18 ans, là, on touche 1500 euros. Et en fait, l'éventail des salaires fait de 1500 euros à 6000 euros, tu vois. Donc dès que tu as 18 ans, on te dit tu vas aller travailler, moi j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai envie de faire autre chose et tout, toi tu as envie d'y aller, machin, tout ça. Voilà, tu y vas et tout, hop. On se rejoint dans 10 ans. Donc tu as 28 ans, j'ai 28 ans aussi, hein, voilà. Donc les autres, ils font leur vie aussi, évidemment. Hein. Donc en fait, toi, tu as travaillé, donc tu as monté de salaire et tout ça. Moi, je suis toujours restée à 1500 euros, et puis en fait, tu n'as pas envie d'y aller. Voilà. Tu as raison, parce que moi, tiens, j'ai envie d'y aller. Tiens, j'ai envie de faire le métier d'aide-soignante, tu vois. Et donc, tu as eu des super conditions de travail et tout, parce que du coup, tu vois, les conditions de travail, elles s'améliorent aussi, évidemment. Et en fait, moi j'arrive à l'hôpital et là, je sais pas, on est une dizaine de soignants pour 400 patients. Je sais pas, il y a 5-6 infirmières et c'est des conditions optimales, quoi, du coup, tu vois. Et en fait, ça fonctionne comme ça. En amont, on a changé aussi notre système scolaire aussi. Ça veut dire qu'on n'est plus là pour, dans une société d'obéissance ou de récompense. Ah, t'as pas bien travaillé à l'école, hein. On t'aura pas ta sucette, hein. Attention, hein. Bon, du coup, tu la veux, ta sucette. Bon, d'accord, et toi, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois. Là, ça n'existe plus. Donc, en fait, tu es dans une société où, en fait, tu vas donner ce que tu as envie de donner, quoi. Tu vois, c'est de l'amour, hein, en même temps. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, évidemment, je veux ça, hein. Bah ouais. Et aussi, ça retire le chantage à l'emploi. Parce qu'on accepte beaucoup de choses, hein. Je sais pas si tu connais l'expression « gagner sa vie ». T'as pas besoin de la gagner, tu l'as déjà. Voilà, tu dois payer tes factures. Voilà. Donc voilà, moi je veux le salaire à vie. Et je sais pas si tu te souviens, pendant les manifestations pour la retraite, moi je suis dans le métro, et en fait, il y a un slogan, c'est « Carla, on est comme toi, on se fait baiser par le chef d'État ». 9 mois après, la couche, la meuf, hein, je sais pas, peut-être que ça les a motivés à aller au paddock, j'en sais rien, enfin bref. Et là, je me dis, mais mince, en fait, ils ont pas compris. Ou, enfin, pour moi, enfin, tu vois, c'est pas ils ont pas compris, c'est un jugement un petit peu. Chaque mot a une vibration. Donc, j'ai regardé sur Internet aussi, et en fait, je sais pas, moi, par exemple, j'ai regardé, j'ai puisé des idées de slogans, donc je vais te les faire partager. Et en fait, tu vois, par exemple, pour éviter celui-là, hein, solidarité intergénérationnelle, j'arrive pas à le dire, tu vois. Non, j'ai pas envie de solidaire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai dit, j'ai pas envie. Tu vois, ça t'arrive des fois, hein. T'as pas envie, t'es pas d'humeur, quoi. Donc, à la place de ça, voilà, parce que le salaire à vie, il existe déjà, hein. La retraite, tu vois, les cotisations, enfin la CAF, les machins, tout ça, sauf que là, c'est monté en plus, hein, évidemment. Donc à la place de ça, je sais pas, moi, qu'est-ce que t'en penses? N'attendons pas 60 ans, salaire à vie à 18 ans. Ah, c'est bon. Tu vois? Par exemple, un autre truc aussi qui est génial, quoi, c'est tout le PIB pour la cotisation. Ah, ça c'est bien, ça, quand même, ça fait du pognon quand même, hein, je vais te dire. Donc du coup, voilà. Et vive le plein salaire, parce que le plein emploi, non mais attends, on se fait flageller tout seul, quoi. Ah vas-y, frappe-moi, donne-moi du plein emploi. Tu vois, du chantage, quoi, tu vois, le MEDEF. Ou sinon, à fond, les caisses pour les cotisations. Ça, c'est le top, quoi. Et tout à l'heure, je te parlais des 14 besoins fondamentaux. En fait, je vais te parler du 11e. Non, je ne me trompe pas. Non. C'est agir selon ses croyances et ses valeurs. Et moi, je ne me reconnais plus du tout à l'assistance publique au hôpitaux de Paris. Donc, en fait, j'ai démissionné. De toute façon, excuse-moi, ça me fait de l'émotion. Je ne peux plus exercer mon métier. Et dans les conditions de travail qu'on a aujourd'hui, j'ai plus envie de participer à ça. Donc, tu vois, j'ai raccroché la blouse. Et maintenant, je suis là devant toi, sans masque, ni avec un costume d'Indien, ni avec
une blouse pour pouvoir me protéger. Et en fait, je vais te parler de la façon dont moi je vois les choses, tu vois. Voilà. Je prends l'exemple des Amérindiens quand même. C'est, tu vois, il y a une hiérarchie aussi, mais en fait, si la personne, tu vois, il y a un chef et puis il y a les autres, quoi, tu vois, enfin, ou les autres, il y a le chef, peu importe. Tu vois, c'est comme le cycle de l'eau, tout est ensemble, quoi. Si le chef il a faim, ça veut dire que celui-là qui n'est pas chef, il a faim aussi. Et si le pas chef il a froid, le chef il a froid aussi. Et en fait, je voulais te proposer qu'on chante le chant des femmes guerrières Lakota. Alors ce chant, il a été créé par un mouvement qui s'appelle I Don't Know More. Donc c'est un chant assez nouveau. Qui s'appelle, je ne connais pas l'anglais, hein, je connais Baby, I love you baby, mais en fait, c'est plus jamais inactif. Et en fait, ça c'est bouclier, et tu vois, et ça c'est la flèche. Et en fait, le premier, et en fait, ta parole fleurie, et en fait, le premier des pouvoirs que l'être humain a, c'est la parole. Regarde ce que fait Elcomé Macron avec sa parole, et regarde ce que fait Ambroise Croizat et Bernard Friot avec sa parole. Donc en fait c'est pour réveiller à l'intérieur de soi aussi. Il y a une phrase qui dit en fait c'est pas le plus difficile, c'est pas de faire, c'est de se mettre en état de faire. Donc voilà, c'est pour réveiller le guerrier qui est à l'intérieur de nous. Tu veux la chanter ou pas? Ouais. Donc en fait ça fait, la première parole c'est hey hey hey, après les autres répondent Yaki yo ho ho ho, yaki yo ho ho ho, hey hey, yaki yo ho ho ho, hey hey, yaki yo. Ça va bien se passer. Donc si tu veux, tu lances la parole et après je te réponds si tu veux. T'es d'accord ou pas? Ouais. Vas-y. Hey hey hey, yaki yo ho ho ho.